Bonjour, Dominique Lapointe, propriétaire du groupe de Vignes. Je tiens tout d'abord à vous dire merci. Merci pour vous et pour votre succession d'écouter cette vidéo. Depuis plus de 15 ans, moi et mon équipe, nous accompagnons les entrepreneurs et leurs familles dans la gestion intégrée de leur fortune familiale. Notre expérience nous a montré que la façon de partager leur patrimoine est une des premières préoccupations de nos clients. Je vous présente donc 5 stratégies pour optimiser le transfert de votre patrimoine et la quatrième est particulièrement intéressante. Ensuite, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous aurez la possibilité à la fin de la vidéo de choisir une plage horaire avec moi personnellement pour discuter de votre situation. On pourra voir un survol, c'est un premier jet, puis après ça, vous pourrez voir, en tout cas c'est sûr qu'on va vous donner des pistes de solutions, des idées que vous pourrez mettre en place avec nous ou d'autres équipes. Mon intention est de vous aider à ce que les efforts d'une vie puissent vous survivre. Car j'ai bâti le groupe de Vimy pour qu'il me survive dans la même façon aussi. En étant entrepreneur, c'est toujours ça qu'on pense. Comme je le dis à mes clients, je veux m'occuper de vous et je veux que le groupe de Vimy accompagne vos enfants et vos petits-enfants. Assez parlé de nous. Voici donc 5 idées pour en laisser plus. Et je vais vous en parler à travers l'histoire de familles dont nous avons accompagné dans la mise en place de ces stratégies. La première stratégie, c'est l'utilisation et la multiplication, disons, de l'exonération du gain de capital en utilisant une fiducie. C'est quand même une technique utilisée depuis plusieurs années, mais c'est quand même une technique qui n'est pas toujours préparée. Il faut la mettre en place avant de vendre notre entreprise. Dans le fond, ça permettra à chaque bénéficiaire de la fiducie, de conjoint, conjointe, les enfants, ça peut même aller plus loin, chacun va pouvoir se voir attribuer des gains lors de la vente dans l'entreprise et pouvoir aller chercher l'exonération du gain de capitaux qui est à plus de 900 000 en 2022. Donc, ça procède et c'est sûr qu'il faut avoir des spécialistes autour pour voir l'impact pour vous, est-ce que ça vaut la peine et toutes les implications. Mais ça implique à transférer les actions que vous détenez souvent personnellement dans une fiducie. On met souvent une gestion en place si la gestion n'a pas été mise et ça peut se faire aussi dans le cadre d'un gel successoral. Cette stratégie s'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs qui désirent justement partager le fruit de la vente de l'entreprise avec leur famille, puisque les bénéficiaires doivent garder les sommes versées, en tout cas la partie imposable du gain réalisé doit être versée. Elle a déjà été utilisée par plusieurs de nos clients, donc qui ont pu partager et maximiser les gains nets après la vente de l'entreprise. Je suis moi-même dans le processus de mise en place d'une fiducie familiale pour mon entreprise. La deuxième stratégie, c'est une stratégie d'assurance patrimoniale. Dans le fond, c'est de l'assurance vie pour en léguer plus. Là, on va le voir dans un contexte personnel. On va voir dans la troisième stratégie le contexte entreprise ou dans une gestion. Donc, dans un contexte personnel, je vous parle des clients, un couple, excellente situation financière, fonds de pension, ils ont de l'immobilier, donc ils n'ont pas besoin de ce qu'ils ont accumulé dans leur fer, puis c'était quand même REER fer, c'était quand même près de 800 000. C'est sûr que c'est une excellente stratégie qui, pour les clients, après une planification de retraite conservatrice, ont des sommes qui n'ont pas besoin de leur vivant. Fait que c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrivait pour les clients qu'on avait. Donc, ils n'avaient pas besoin de ce 800 000-là pour leur revenu de retraite. C'était vraiment pour en laisser plus aux enfants. Et leur question, c'est justement comment payer moins d'impôts et en laisser plus aux enfants. Ce qu'on leur a proposé, donc, c'est de décaisser les REER qui vont être en fer à ce moment-là et de prendre la partie, le retrait net, et de les verser dans une assurance vie au bénéfice des enfants. Dans ce cas-là, c'était 20 000 par année pendant 20 ans. C'est la stratégie qui a été mise en place. Donc, ce qui est super intéressant dans ça, c'est que ça va permettre de laisser, et j'ai fait un petit tableau, au fil du temps, qu'est-ce que ça peut donner comme stratégie. Et dans ce cas-là, c'était quand même de laisser plus de 150 000 $ de plus, donc 16 % de plus net à la succession. Ça, c'était dans le cas si le dernier décès a lieu dans 25 ans. Donc, madame aurait à ce moment-là 95 ans, monsieur aurait 90 ans. Donc, on laisse 150 000, plus de 150 000 de plus, 16 %.
Et comment on arrive à ça? C'est en faisant payer moins d'impôts sur les retraits annuels versus l'impôt qu'il y aurait au décès. Parce que souvent, les gens disent « Ah, c'est non inopposable, on va attendre le plus longtemps possible. » Il faut faire attention, les faire, je dis souvent, c'est comme une bombe fiscale, c'est une bombe à retardement fiscal. Donc, le fait qu'on n'attende pas à la dernière minute, on décaisse d'une façon ordonnée avec des taux d'imposition plus bas et qu'on dépose ça dans une assurance vie qui va croître à l'abri de l'impôt. La croissance est à l'abri de l'impôt. Et en plus, lorsqu'on décède, au dernier décès dans ce cas-là, l'assurance vie est laissée libre d'impôt à la succession. Donc, ça fait vraiment une grosse différence dans l'impact pour la succession. C'est des sommes importantes qui vont laisser en plus aux enfants. Dans la troisième stratégie, c'est ce que je disais tantôt, toujours l'assurance vie pour en laisser plus. Dans le fond, stratégie d'assurance patrimoniale, mais dans ce cas-là, c'est vraiment dans un contexte corporatif. Donc, dans un contexte corporatif, c'est une excellente stratégie pour les clients après une planification de retraite conservatrice qui ont des sommes qui n'auront pas besoin de leur vivant et qui sont situées dans leur compagnie de gestion. Dans l'exemple des clients que nous on avait, c'était en 2020, monsieur 72 ans, madame 67 ans, décident de prendre une partie des sommes, nous on a utilisé 800 000, qui n'auront pas besoin pour leur revenu de leur compagnie de gestion. Donc, avec ce 800 000-là, qu'est-ce qu'on a proposé? C'était 8 dépôts annuels de 100 000 qui étaient investis dans une assurance vie dont la compagnie serait bénéficiaire. Donc, dans cette stratégie-là, ça va laisser, ça permettait aux clients de laisser plus de 700 000 de plus ou 81 % de plus à la succession. Et, dépendamment encore dans les âges où on se situe, c'était vraiment ici, dans les montants, qu'on arrive ici, plus de 700 000. Et encore là, c'est de façon conservatrice, c'est s'il y avait le dernier décès avait lieu dans 30 ans. Donc, madame aurait 92 ans, monsieur aurait 97 ans. Donc, d'une façon conservatrice, parce que bien sûr, dans l'assurance vie, si malheureusement il y a un décès prématuré, les taux de rendement augmentent. Le but, ce n'est pas d'espérer qu'on décède, c'est de vivre longtemps. Et malgré tout, ça donne des rendements super intéressants. Et dans ça, oui, pourquoi c'est si profitable? Oui, on a une croissance à l'abri de l'impôt, parce que dans l'assurance vie, alors que nos placements, autant tantôt personnels que là dans la gestion, on paye de l'impôt, là, on le met dans l'assurance vie, ça croît à l'abri de l'impôt. Et en plus, lors du décès, la très grande majorité, dépendamment de l'âge, plus la police est vieille, donc on est âgé, plus le montant qui passe au CDC, au compte de dividende en capital, est important. Et ce CDC-là, pourquoi c'est si important? C'est que ça va permettre de sortir l'argent de la gestion libre d'impôt dans les mets de la succession. Et c'est vraiment, autant dans le placement que dans l'assurance, il faut maximiser ce CDC-là pour sortir des sommes libres d'impôt et c'est ce que l'assurance vie permet pour ça. Quatrième stratégie, c'est ce que je vous parlais au départ, c'est le PFI, dans notre jargon, ou plan de financement immédiat. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Toujours dans un contexte corporatif, c'est une excellente stratégie pour des clients qui ont des liquidités, qu'ils soient à la retraite ou pendant leur vie active. Ça, c'est un peu différent parce que dans les autres cas, souvent, ça va être des cas près de la retraite ou à la retraite. Là, qu'on soit dans une vie active ou à la retraite, il faut s'assurer qu'on ait ces liquidités-là. Mais peut-être, ça, c'est les gens qui veulent réinvestir, soit dans leur placement, dans leur compagnie. Il y a peut-être un achat d'entreprise qu'on entrevoit. Donc, cette stratégie-là permet, on met des liquidités dans l'assurance vie et quelques semaines, mois, maximum mois, après, on peut ressortir les liquidités qu'on a mis dans notre assurance vie. C'est là la beauté de cette stratégie-là. Donc, l'exemple qu'on avait fait, ça, c'est l'année passée. Monsieur 75 ans, parce que madame pas assurable, on a décidé de prendre une partie des sommes qu'il n'avait pas besoin dans sa gestion, donc 1,5 million dans ce cas-là qu'on a utilisé, qui n'ont pas besoin pour leur revenu de retraite de leur gestion. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé 10 paiements de 150 000 dans une assurance vie dont la compagnie est bénéficiaire. À chaque année, les sommes sont déposées dans la nouvelle police d'assurance vie et l'institution financière qui avait préalablement autorisé le prêt. Donc, ça peut être votre institution financière ou une institution financière qu'on vous trouve, ça c'est assez flexible,
Donc, on a mis 150 000 par année et après qu'on s'assure que tout est beau, qu'on a mis l'argent, tout est beau, les garanties, la compagnie financière, l'institution financière, repasse le 150 000. C'est comme si on ouvrait une marge. Donc, à chaque fois qu'on dépose des sommes à toutes les années, on sort la marge, on dépose. Donc, on a autant de placements qu'avant la stratégie. Et donc, ça nous permet d'investir soit dans notre compagnie, soit dans des placements, soit l'acquisition, peu importe ce qu'on voulait faire à la compagnie. Donc, les liquidités ne sont pas gelées. Qu'est-ce que ça permet de faire? C'est qu'au décès, la dette sera complètement remboursée par l'assurance vie et la balance sera versée à la succession libre d'impôt par le compte de dividende en capital. De plus, la partie et la majeure partie du capital, donc qui a servi à rembourser la dette, va aussi quand même créer un CDC, un compte de dividende en capital, donc un compte qui sert de payer un dividende libre d'impôt à la succession. Donc, ça permet de sortir les placements et même les autres placements libres d'impôt à la succession. Donc, qu'est-ce que tout ça a permis pour notre client? Puis, il faut bien comprendre, hein, on a le même investissement, donc le même 1,5 million. Après chaque versement, on le replace. Donc, c'est le même placement, que ce soit dans la compagnie ou dans des placements autres, et inclut la partie assurance vie. Cette stratégie va permettre de laisser plus de 800 000 de plus net à la succession que la situation actuelle si le décès a lieu dans 20 ans, donc monsieur aurait 95 ans. Donc, je montre ici, c'est quand même près de 800 000 dans cet exemple-là, 790 000 qu'on laissait de plus sans changer rien d'autre. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une stratégie tellement spectaculaire. Je dis souvent, c'est juste se servir des stratégies fiscales, des outils financiers qui sont là et de la fiscalité pour pouvoir en profiter. Donc, on a une croissance à l'abri de l'impôt. Au décès, on paie le prêt avec l'assurance vie. Le reste sort libre d'impôt de la succession. C'est ça qui fait des miracles. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Il faut vraiment regarder votre situation et à partir de là, voir est-ce que ça s'adresse à vous. Cinquième stratégie, et je finis avec ça, c'est une stratégie, un autre courtier qu'on a mis en place il y a quelques années, mais on le fait régulièrement dans d'autres situations. Mais celle-là, c'était quand même assez spectaculaire à cause de l'intention puis de ce qui est arrivé, la situation de monsieur. Donc, c'est une stratégie d'assurance vie en cascade. Ça, c'est pour les clients qui désirent laisser des sommes directement à leurs petits-enfants dans le futur, tout en avantageant leurs enfants lorsque eux vont décéder. Donc, ça permet d'avantager, moi je suis le grand-parent, ça permet d'avantager mes enfants, mais de léguer directement à mes petits-enfants lorsque moi je vais décéder. Le cas qu'on avait, c'était un homme de 60 ans, problème de santé, malheureusement il est décédé quelques années après, il savait, donc il désirait laisser à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc on a pris une assurance vie sur sa conjointe, au bénéfice de sa fille, pour la protéger. Donc une autre assurance vie pour sa fille, au bénéfice de ses petits-enfants, et des assurances vie pour les petits-enfants au bénéfice de la mère, donc de la fille de notre client. Et qu'est-ce que ça servait? C'est que ça servait que le client s'assurait qu'une partie, en tout cas, de ses sommes, de sa succession, irait directement à ses petits-enfants, peu importe ce que, là, dans ce cas, sa fille ferait. Au-delà de la protection mise en place pour protéger tout le monde, c'est la possibilité aussi d'utiliser les valeurs de rachat qui vont s'accumuler. Parce que même la police que monsieur a pris au nom de sa fille, mais que les petits-enfants sont bénéficiaires, sa fille va pouvoir en profiter pour elle, soit pour la mettre en garantie, s'acheter une maison, partir une entreprise. Ça pourrait même être des stratégies de revenus de retraite. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, toutes sortes de stratégies de revenus de retraite. Donc, il y a des choses qui sont possibles avec une valeur de rachat dans une assurance vie. Fait que c'était les 5 stratégies que je voulais vous parler. J'espère que vous avez apprécié ces quelques idées afin d'en laisser plus à la succession ou aux causes qui vous tiennent à cœur. Puis je leur dis, on a des stratégies juste pour les dons planifiés, mais même là, on peut en laisser plus avec ces stratégies-là à des organismes. Bien sûr, tous les exemples exposés, ça c'est super important, ont été mis en place après une analyse exhaustive de la situation personnelle et corporative de chaque famille par les professionnels concernés. Il faut vraiment qu'il y ait une analyse avant de mettre en place ces stratégies-là. Je vous invite donc à réserver votre consultation gratuite avec moi personnellement
en cliquant sur le lien accompagnant cette vidéo. Nous pourrons jaser de votre situation, de voir si l'une des idées montrées pourrait s'appliquer à vous et à votre famille. Au plaisir de vous rencontrer et belle journée à vous.